Cette semaine, à Vue sur le fleuve, on visite le Parc national des îles de Boucherville, endroit très connu des amateurs de plein air montréalais. On va en apprendre davantage sur la conservation des îles du Saint-Laurent et puis on va préparer une belle sortie de pagaie camping. Bonjour Alain. Bonjour. La SNAP Québec, c'est un incontournable pour parler des territoires publics. Peux-tu un peu nous présenter ton organisme, qui tu es, qu'est-ce que vous faites? C'est un organisme qui existe au Québec depuis 20 ans. On fête notre 20e anniversaire cette année. La SNAP, ça fait partie d'un grand réseau de chapitres partout au Canada. Il y a 13 bureaux partout au Canada, plus un bureau national à Ottawa. Notre mission principale, c'est vraiment la protection du territoire avec une vision de protéger 50 des terres publiques au Canada le plus rapidement possible. On le sait que la protection du territoire, c'est une décision stratégique hautement importante, à la fois pour protéger la biodiversité, à la fois pour lutter et s'adapter au changement climatique, mais aussi, ce sont des espaces vitaux pour permettre aux gens d'être en connexion avec la nature. Ça a des répercussions super importantes pour la santé physique et mentale. Donc, stratégiquement, il faut absolument augmenter notre pourcentage d'aires protégées partout au Canada. Autour de Montréal, bon, on sait que le premier territoire là, vraiment en conservation protégée par la CEPAC, ce sont les îles de Boucherville. Donc, on est vraiment au parc ici en ce moment. Ça fait partie d'un réseau de quand même de plusieurs îles sur le Saint-Laurent. À quoi ça ressemble l'importance de ces îles-là et les efforts de conservation là, sur les îles du Saint-Laurent? Pour plusieurs espèces, ce sont ça fait partie de corridors de migration, de la connectivité pour assurer une présence de plusieurs espèces, entre autres des oiseaux, dans la grande région de Montréal. C'est à proximité d'une grande ville, donc c'est un espace de fraîcheur, un îlot de fraîcheur qui est accessible pour les gens. Stratégiquement, donc, cette idée-là d'offrir des habitats pour la protection de la biodiversité, d'offrir des territoires pour certaines activités liées au respect de la nature, mais aussi, il y a plein d'enjeux culturels de l'histoire, du passage des Premières Nations ici, puis du développement du territoire là, au cours des dernières années, qui sont riches et qu'on peut raconter là, dans des espaces, des aires protégées comme ceux du Parc national des îles de Boucherville. Le reste, vraiment, là, la série d'îles qui suit finalement les îles de Boucherville, est-ce qu'il y a des projets de conservation intéressants qui sont sur la table, là, même si ce n'est pas nécessairement relié au réseau de la CEPAC? Ouais. Tout juste adjacent au Parc national des îles de Boucherville, il y a les battures Talandi qui, pour l'instant, n'ont pas de statut de conservation. Avec des démarches qu'on a faites justement à la SNAP Québec, on a réussi à avoir un engagement du gouvernement fédéral, d'Environnement Canada, d'en faire une réserve nationale de faune. Peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être annexé au Parc national des îles de Boucherville, mais c'est un exemple là, où on veut augmenter ce territoire-là. C'est surtout en aval vers Cher, Varennes, donc on va avoir d'autres îles au potentiel là, de protection. Il y a Conservation de la nature du Canada qui protège déjà certaines îles à proximité plus en aval. La SNAP a un projet de mettre en place un parc nature dont le statut final sera déterminé là, à l'île Sainte-Thérèse. C'est un territoire public de 5,4 km² à côté, adjacent à l'île de Montréal et qui deviendrait un poumon, là, un nouveau poumon pour l'est de Montréal qui est en déficit au niveau de l'accès de territoires naturels. Donc, ça, c'est un des projets. Autrement, Environnement Canada a annoncé son intention de protéger 24 îles en aval et d'en faire justement des réserves nationales de faune. Pour l'instant, ce projet-là est un peu dans une zone un peu floue. Là. Je ne sais pas exactement où ils en sont avec ça. L'impact des plaisanciers ou des utilisateurs ou des pagayeurs, en fait, tous les citoyens là, qui veulent s'approprier ce territoire-là, en profiter des espaces nature, comment on voit ça, cette cohabitation-là, finalement? Là? Je pense que la première chose à souligner, c'est que le contact des humains avec la nature, c'est primordial. Peu importe l'activité que les gens font, c'est important qu'on amène les gens en nature. C'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé mentale. Donc, il faut tout faire en sorte pour favoriser ce contact-là. Donc, a priori, c'est très positif. Maintenant, comment diminuer les impacts lorsqu'il y a beaucoup d'affluence, lorsqu'il y a certaines activités qui sont moins compatibles avec la conservation?
Bien, c'est d'abord et avant tout en faisant du zonage sur les territoires, d'identifier clairement les endroits où on peut faire les activités et d'identifier clairement où sont les endroits qui sont prioritairement voués à la conservation et de faire une distinction dans les droits d'utilisation de ces territoires-là. Puis par la suite, bien, c'est l'idée de faire en sorte que l'espace qui est accessible pour les citoyens soit à la hauteur de la demande. En ce moment, on l'a vu avec la pandémie, à quel point les gens avaient besoin, vraiment besoin d'aller en nature. Et il y a un déficit nature, il y a un déficit d'offres du côté des milieux naturels. Donc, il faut augmenter la taille des parcs existants. C'est possible. Comme ici au Parc national des Îles de Boucherville, on peut ajouter un 2,2 km² au parc, qui est déjà un des plus petits. On doit aussi augmenter le nombre et favoriser l'accès. Donc, dans la région de Montréal, on est super chanceux, on est entouré d'eau, le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, le lac des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis. Il y a plein d'opportunités de mise en valeur, entre autres au niveau des îles, au niveau de certains territoires. Et il faut vraiment tout faire pour concrétiser des grands projets structurants au niveau de la ceinture verte et bleue. Bien, merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre temps. Plaisir. Ici au parc, c'est l'endroit idéal pour s'initier au pagaie camping. C'est vrai, le camping, c'est beaucoup d'équipement, mais j'ai la personne idéale pour ça. Bonjour David! Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de m'accompagner aujourd'hui au Parc national des Îles de Boucherville. Yes, première fois pour moi. C'est vrai? Yes. Hey, cool! Donc, je prépare un micro-voyage de pagaie camping. OK. Puis je trouvais que tu étais une des meilleures personnes pour m'accompagner. Ben, merci. Pourquoi? Parce qu'on essaye de briser les barrières d'accès aussi à la pratique. Quoi de mieux qu'un centre de location, finalement, pour se griller, essayer une nouvelle catégorie d'activités qui est ajoutée, le camping, à nos activités de pagaie. Exact, exact. Ben, en fait, oui, c'est le but premier de l'Ocapac, c'est vraiment d'essayer de casser le fait de j'ai pas le choix d'avoir l'équipement à la maison pour dire je vais faire un équipement, une sortie. Donc oui, fait que très content d'être avec toi. D'où est née l'idée? Est-ce que c'est une contrainte d'espace à ta propre maison? Je te dirais que c'est mes amis. Tous mes amis me louaient mon stock, on va dire. C'est comme, hey, est-ce que je peux t'emprunter ci? Est-ce que je peux t'emprunter ça? Puis finalement, je me suis dit, il y a peut-être du monde qui n'a pas un ami comme moi. Et je me suis dit, ben regarde, on va aller voir les compagnies, premièrement, s'ils sont enclins à louer leur stock et d'avoir cette perception-là. Finalement, ils ont vraiment aimé l'idée. Je me suis dit, ben on va essayer. Puis vraiment, c'est rendu de plus en plus populaire, donc ça fonctionne. Il y avait quand même plusieurs compagnies de plein air à Montréal Oui. qui prenaient la peine de louer du matériel. Des fois, c'est du matériel qui était finalement incomplet. On ne pouvait pas quand même avoir de A à Z tout l'équipement qu'on avait besoin. Oui. Est-ce qu'au fil des années, des mois qui viennent, vous allez être capable de faire ça? Donc, fournir de A à Z, là, planifier un projet complet, là. Mais en fait, on a déjà commencé à faire des activités. Donc, moi, quand j'ai commencé avec le Capac, c'était vraiment juste de la location. Je suis allé chercher tout ce qui était plus camping et trek. Puis là, maintenant, on est rendu avec du nautique. On est rendu vraiment avec du A à Z. Et aussi, on peut offrir des activités guidées. Donc, que ce soit du beginner jusqu'à l'expert. On a plusieurs niveaux et tout. Fait que oui, puis tu disais qu'il y avait plusieurs compagnies qui faisaient ça. Malheureusement, leur modèle d'affaires, c'était plus je vends et je loue en à côté. Le Capac, c'est l'inverse. On loue en premier et on peut donner l'accès à la vente et les activités. Donc, c'est vraiment un autre modèle d'affaires pour pousser l'accessibilité puis le partage, disons. Puis, comment ça fonctionne? Donc, les avantages, finalement, là, de louer du matériel là, à la pièce là, pour des fins de semaine spécifiques Ouais. plutôt que de l'acheter, comment vous l'évaluez? Ben en fait, c'est que tu peux l'essayer, tout simplement. C'est oui, tu peux aller en un magasin, puis le commis va t'expliquer un peu les qualités, comment le faire, mais veux pas, tu es dans un magasin, tu es dans un milieu contrôlé, c'est emballé. Donc, si tu veux investir dans un équipement qui vaut environ 1 000 ou même 500 tu n'es pas certain. Juste attends que tu l'essayes, mais après ça, est-ce qu'il faut que tu le retournes? C'est quoi les politiques et tout? Donc, la première affaire, il y a beaucoup de monde qui vont venir l'essayer avant de l'acheter.
Donc, on a vraiment du gear haut de gamme. Puis c'est ça aussi une autre différence de l'Ocapac, c'est qu'on est allé chercher le haut de gamme pour permettre à du monde de vraiment aller l'essayer avant de l'acheter. Parce que si, exemple, on louait du stock à 50 bien, le monde irait peut-être plus l'acheter plutôt que de le louer, ça serait plus rentable pour eux. Donc, on peut se permettre de louer de la bonne qualité, Oui. de l'équipement qui a été testé finalement. Donc, on Oui. sait que quand, admettons, on part avec une tente, s'il pleut cette nuit, je ne serai pas Tu vas toute rester mouillée. au sec, exactement. En principe, tu restes au sec, oui. Super. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on s'initie vraiment du côté pagaie camping. Oui. Bon, vous allez nous accompagner en Oui. canot avec un collègue. Moi, je vais Oui. être en planche à pagaie. Génial. Matériel de base, est-ce que ça resterait le même que pour faire du camping traditionnel ou je vais chercher quelque chose de différent? Je te dirais pour le camping, portion camping, ça va être la même affaire. Donc, tu vas avoir la même tente, tu vas avoir le même tapis de sol, etc. C'est sûr que dépendamment de l'activité nautique, le sac de couchage va peut-être changer parce qu'on s'entend que le synthétique aime plus l'eau que le duvet. Donc ça serait peut-être à changer. Mais sinon, après ça, on a juste à mettre tout l'équipement dans des sacs étanches ou des barils de transport étanches. Bon, ben, on va aller voir ça avec Yes. Charles. Yes, Charles, mon coordonnateur d'activité, il va nous parler de ça. Super! Bonjour Charles! Bonjour. Hey, merci de m'accompagner finalement dans ma prochaine étape. Je voulais connaître c'est ça, le nécessaire, le matériel qu'il faut que j'amène, comment je me prépare, etc. Bien, parfait. C'est sûr qu'il va y avoir certaines ressemblances là, avec l'expédition de plus longue durée. Donc, tout le matériel là, nécessaire pour une nuitée, ça reste assez semblable. Donc, on va avoir une tente, on va avoir un sac de couchage, un matelas de sol. Donc, ça, bien entendu, ça ne change pas. Il y a aussi plusieurs choses qui vont se ressembler dans le style, on va avoir une chaise pour le confort, ça. Une table aussi pour le confort, c'est sûr que ça se fait d'être assis sur le sol, mais c'est un peu moins confortable. Par la suite, bien sûr, réchaud avec tout le nécessaire pour la cuisson. Ça va être un must, bien entendu. Il y a moyen de cuisiner sur le feu, mais c'est un peu plus simple avec, justement, avec un réchaud. Pour contenir tout cet équipement-là, ça va être important d'avoir des sacs de transport. Donc, on va avoir possibilité d'avoir des sacs au sec. Sinon, des plus gros sacs de transport comme ceux-ci, qui vont être aussi résistants aux éclaboussures, peut-être pas 100% imperméables, mais ça va être assez si on ne tombe pas dans l'eau. Parfait. Est-ce qu'il y a des éléments que c'est vraiment très important de garder dans un sac au sec, sachant que, bon, on ne veut pas tomber dans l'eau, mais finalement, ça peut arriver à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que, admettons que j'aurais pas assez de sac au sec pour tout mon matériel, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à garder dedans? C'est sûr qu'il faut être en mesure d'avoir une trousse de premiers soins qui va être 100% au sec. Sac de couchage, c'est une bonne idée aussi parce que sinon, on va passer une nuit un peu moins agréable. Par la suite, tous les items de communication, peut-être un cellulaire ou les clés de voiture pour la fin de l'expédition, ce serait plate de mouiller ça. Ça va être vraiment ce qui va être nécessaire de garder au sec. Là, le reste, si c'est mouillé, c'est pas l'idéal, mais ça va être correct. Vêtements de rechange. Quelle portion je devrais garder vraiment dans un sac au sec là, pour une journée comme ça, une nuit, 2 jours de pagaie? Bien, moi, comment je fonctionne puis comment je conseille de fonctionner pour les vêtements, c'est qu'on va avoir un ensemble de vêtements de jour puis un ensemble de vêtements de soir. Comme ça, peu importe ce qui arrive dans la journée, ça se peut qu'on tombe à l'eau, ça se peut qu'on soit mouillé, ça se peut qu'il pleuve, bien, on a toujours un ensemble de rechange qui va être complètement sec. Comme ça, on arrive au campement, on peut se changer, on est au sec. Puis avec ça, des vêtements un peu plus chauds aussi, puis des vêtements pour la pluie là, si jamais il venait à pleuvoir. Si pour moi, camping, ça égale un peu faire un feu le soir, puis que la réglementation le permet à l'endroit où je vais et que la météo finalement a permis de faire des feux à ce moment-là, est-ce que je peux amener du bois avec moi directement dans une embarcation? Si c'est nécessaire à cet endroit-là, c'est possible de faire ça. Si vous pensez qu'à votre site de campement, il n'y aura pas de bois disponible, mais c'est sûr qu'il faut sélectionner l'endroit où on choisit notre bois, là, dans le sens qu'on ne choisira pas du bois qui est sur le sol, on ne choisira pas du bois qui va être dans des zones protégées. Donc, on va vraiment aller à un endroit où on sait qu'il n'y aura pas de problème si on cueille le bois à cet endroit-là. Une fois que j'ai tout préparé mon équipement pour la cuisson, pour manger, que j'ai préparé finalement les repas que je voulais faire, que j'ai sélectionné l'espace nécessaire pour amener toute la nourriture que je voulais, qu'est-ce que j'ai besoin comme quantité d'eau? Comme quantité d'eau, c'est sûr qu'on ne va pas vouloir amener l'entièreté de l'eau qu'on va utiliser pendant l'expédition, sinon ça n'a pas de bon sens, ça va peser des livres et des livres.
Je conseillerais pour une journée, 2 litres d'eau, c'est assez standard. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui boit plus, bien, amenez plus d'eau. Mais amenez toujours quelque chose pour soit purifier votre eau, soit filtrer votre eau, mais une manière d'avoir plus d'eau à l'endroit où vous vous trouvez. Donc, transporter plus que 2 litres, il faut trouver une façon alternative ensuite. Exactement. Parfait. J'essaie quelque chose d'assez simple finalement côté camping. Là. En allant dans un camping de la CEPAC, bon, je sais qu'il va y avoir du bois là-bas, qu'il y a de l'eau potable, etc. Donc, je peux partir avec cette base de matériel-là pour la soirée, étant donné que j'ai déjà prévu ma nourriture. Est-ce que je peux faire rentrer ça dans mon sac de 70 litres? Donc, j'ai un sac au sec de 70 litres. Est-ce que je peux partir avec ça? Il ne devrait pas avoir de problème là, avec un 70 litres. Parfait. Donc, vous m'accompagnez un petit bout de temps, on s'en va sur l'eau, on va découvrir les îles. Absolument. Super, merci! Ben les gars, je vois Sophie, c'est donc ici qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Je suis juste à côté du camping. Merci bien. Bye. Salut. Bienvenue Marie-Claire, viens. Merci de nous recevoir au Parc national des îles de Boucherville. Ça fait extrêmement plaisir. En fait, on voulait vraiment vous parler aujourd'hui parce que on sait, les gens qui aiment le plein air dans le Grand Montréal viennent souvent aux îles de Boucherville, été comme hiver. Absolument, tu as tout à fait raison parce que, bon, de un, c'est à proximité de la grande ville. Et puis, ma foi, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un bel avant-midi ou un après-midi en plein air, voire même toute la journée. Alors, avec les embarcations nautiques qu'on peut louer ici, canot, kayak, planche à pagaie, bien oui, le fleuve est à découvrir en fait. C'est vraiment incroyable. Là. On vient en fait de faire une bonne portion en planche à pagaie puis en canot avec des amis. Puis je me dirige ensuite vers le camping. J'essaie une nuitée de pagaie camping. C'est un nouveau terme que j'ai inventé. C'est parfait. Puis dans le fond, on a découvert, c'est ça, le petit chenal. Je pense que peut-être me donner un peu plus d'informations là-dessus. Là, on se sentait vraiment en nature. Votre mission en conservation, la dualité, dans le fond, entre conservation et activité dans un lieu comme ça, là, quels sont les défis, finalement? Là? Les parcs nationaux au Québec sont gérés par la CEPAC. Et puis, une des missions, en fait, c'est l'accès au territoire, mais aussi la conservation. Donc, c'est une dualité avec laquelle il faut composer. Et puis, finalement, quand on donne accès comme ça, bien certainement qu'on instaure des parcours, des règles, justement, pour tenter non seulement de protéger la faune et la flore, mais aussi pour que le visiteur qui vient ici passer la journée, qu'il puisse en profiter puis voir la faune dans tous ses déploiements
et dans ses comportements naturels. Donc, c'est pour ça que quand on entre dans le parc, préférablement, il faut se renseigner. Il faut se renseigner sur aussi, je dirais, les conditions climatiques du moment. Il faut se renseigner sur la longueur des parcours. Mais ici, aux îles de Boucherville, je peux te dire, Marie-Claire, que à tout coup, là, il y a de belles observations à faire, puis ça peut être au niveau ornithologique, la famille des ardéidés, hein, c'est la famille des échassiers, là, le grand héron, la grande aigrette. Et puis, il y a d'autres types aussi d'oiseaux, le martin pêcheur, sans compter tous les mammifères, le vison d'Amérique, le castor. C'est une faune vraiment présente et accessible. La faune du Grand Montréal a besoin d'un endroit comme ça. Les récréationnistes en ont besoin aussi parce qu'ils ont besoin des espaces verts et des espaces bleus pour pouvoir pratiquer des sports connectés avec la nature. Comment on réussit à concilier ça dans un milieu qui est si populaire? La conciliation, évidemment, ça va beaucoup avec la fréquentation. Donc, assurément que si, par exemple, tous les gens qui venaient pratiquer le kayak ou autres sports nautiques débarquaient partout sur les berges, bien, 1-2 personnes, c'est pas un grand impact, mais il faut s'imaginer que le parc national ici est très fréquenté, surtout à partir de la saison printanière jusqu'à l'automne. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent les sports nautiques. Et donc, oui, il faut composer avec le fait qu'on est dans un milieu naturel qui est occupé déjà par cette faune. Alors, il y a beaucoup de monde qui fréquente l'endroit. Il faut toujours garder ça en tête quand on décide d'aborder un endroit avec sa planche à pagaie. Il faut bien regarder est-ce que l'accès est permis ou pas. C'est très bien indiqué dans le parc. Derrière nous, il y a une halte contact. C'est vraiment un lieu où, oui, on est fatigué peut-être de pagayer, on veut prendre une pause, mais on ne peut pas le faire n'importe où, justement parce que l'endroit est très, très achalandé l'été. La plupart des récréationnistes, là, quand ils arrivent avec leur kayak, leur canot, leur planche à pagaie, arrivent ici dans l'idée qu'ils vont connecter avec la nature, avec le milieu environnant. Ils arrivent avec le bon état d'esprit. Ce serait quoi les bons conseils qu'on pourrait leur donner, vraiment sachant que c'est un lieu hyper fréquenté et qui est important aussi pour la biodiversité locale? Oui, il y a certains comportements qu'on va suggérer, puis ces comportements-là vont permettre un contact encore plus grand avec la nature parce qu'effectivement, la plupart des gens, ils vont prendre la planche à pagaie, utiliser le kayak pour un contact privilégié. Hein. En kayak, on est tout près de l'eau. On va voir ici des esturgeons à fleur d'eau, des brochets, toutes sortes de poissons. Et de remarquer quelque chose, Marie-Claire, c'est que oui, on recherche ce contact-là avec la nature, puis quand on voit un animal qui apparaît devant nous, qu'on remarque au loin, un castor, un oiseau sur le bord de l'eau, presque par instinct, on dirige notre embarcation. Dans le fond, on pointe notre embarcation, puis on veut s'en rapprocher. Alors, ça pour l'animal, habituellement, c'est assez menaçant. Donc, dans le fond, on va créer l'effet contraire de ce qu'on cherche. L'oiseau va généralement s'envoler, le castor va taper de la queue, va plonger, puis on va avoir un peu perdu ce moment unique là, qu'on recherchait. Alors, ce que je privilégie, c'est de laisser une distance avec notre embarcation. On peut s'approcher tranquillement, mais de ne pas pointer et de rester en parallèle, de laisser notre canot en parallèle avec la berge. Si on pagaie tranquillement, puis qu'on ne fait pas de gestes brusques, de cette façon-là, généralement, ici aux îles de Boucherville, les animaux sont assez habitués à la présence humaine, puis ils vont continuer à vaquer à leurs occupations. Puis là, ça va faire la photo ou le moment privilégié qu'on recherchait. On pense aux espèces envahissantes. Est-ce que vous êtes aux prises avec des problèmes ici auxquels les usagers devraient savoir finalement là, pour s'équiper de la bonne façon? Oui, en fait, ici, si vous avez remarqué dans votre parcours, vous avez sûrement remarqué, côtoyé le phragmite. Le phragmite, c'est ce qu'on appelle communément le roseau commun. Oui. C'est une espèce exotique envahissante. Ça serait dur de ne pas le remarquer sur le... C'est très difficile de ne pas le remarquer. Il y a beaucoup de phragmites dans le parc. Pour ça, bien, c'est sûr que le visiteur moyen, il n'y a pas nécessairement d'impact dans le sens que
Elle se reproduit. Peu importe, je veux dire, s'il y a un petit bout de phragmite qui part à la dérive, ça va repousser ailleurs. Alors, c'est la gestion, le service de la conservation qui va comme prendre en charge cette gestion-là. Par contre, pour les embarcations, si vous faites des parcours ailleurs, il y a la myriophylle qui peut être un problème. Donc, mieux vaut quand on change de plan d'eau de toujours s'assurer que notre canot, notre embarcation est libre d'espèces d'algues ou de plantes aquatiques, là. Donc, ça, les gens, généralement, le savent. C'est juste qu'il faut faire le petit effort là, de passer... Oui, on le voit, on le remarque, la sensibilisation qui se fait surtout sur les lacs et rivières. Je pense que c'est important de savoir que une situation comme le fleuve aussi, c'est important. Je pense que c'est un rappel qui est intéressant. Oui, il faut le faire, c'est ça. Il y a la moule zébrée qui est dans le fleuve aussi. Donc, parfois, c'est des petits œufs, c'est des choses qu'on transporte sans le savoir. Donc, oui, on passe un linge sur l'embarcation et puis ça prend 5 minutes. Donc, c'est juste une bonne habitude à prendre. Donc, en somme, Sophie, là, les bonnes pratiques, là, ça serait de réussir quand même à s'arrêter 5 minutes au kiosque d'accueil, même si on est un pagayeur expérimenté, puis même si on est venu 20 fois dans notre vie au parc des îles de Boucherville. C'est une bonne suggestion parce que parfois même la personne au parc va pouvoir vous dire qu'il y a quelque chose de spécial à voir ou qu'il y a tel événement dans le parc. Donc oui, c'est toujours une bonne idée de s'arrêter au centre de découverte et de service et se renseigner sur les conditions météorologiques aussi. Super, bien, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Bon camping! Merci beaucoup! Faut le faire, ce campement-là! Ouf! Une autre journée bien réussie! J'espère que vous avez aimé découvrir Montréal vue des eaux avec nous. À travers toutes ces aventures, mon constat, l'accessibilité aux berges et les espaces verts, c'est hyper important pour les citoyens. Des endroits pour se ressourcer, il n'y en aura jamais assez. On se revoit sur l'eau!